Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux audiences ce lundi sur l'agenda présidentiel. La toute première, le président de la République, Issou Mahamadou, l'a accordée au ministre malien de l'Intérieur, général Sada Samake, qui est allé faire le point de sa visite dans notre pays au chef de l'État et lui transmettre les salutations du président malien. Profitez de votre micro pour remercier le président Mamadou Issoufou pour nous avoir accordé cette audience malgré son calendrier très chargé. Comme vous le savez, je suis en Niger dans le cadre d'une visite de travail avec mon homologue Massoudou. Et il était de notre devoir qu'après cette séance de travail, qu'on vienne faire un compte rendu des résultats de nos travaux. C'est ça l'objet de ma visite chez le président. Ensuite, j'ai profité pour lui apporter le salut fraternel, son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. J'ai profité de l'occasion également pour lui demander des sages conseils dans le cadre de la poursuite de la mission que les deux chefs d'État ont bien voulu nous confier. Dans l'après-midi, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Carlos Lopez, qui a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État de la coopération entre le Niger et la CEA, ainsi que des défis de développement au Niger et dans la sous-région. Le président Issoufou, c'est toujours un plaisir de m'entretenir avec le président parce que c'est quelqu'un qui est très respecté, avec beaucoup d'idées sur la transformation non seulement du Niger mais aussi du continent. Nous avons pu passer en revue beaucoup de défis qui se présentent dans la sous-région en termes de développement. Nous avons aussi échangé sur la collaboration qui existe entre la Commission économique pour l'Afrique et bien sûr le Niger. Nous avons un bureau ici et donc c'est toujours important de pouvoir avoir les conseils et les avis du président sur ces développements. Et donc nous avons eu encore une fois le plaisir de le faire aujourd'hui. Merci. À l'Assemblée nationale, les parlementaires n'ont toujours pas finalisé la mise en place du bureau. Malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les deux partis sont restés sur leur position jusqu'à la suspension des travaux de l'après-midi. La session se poursuivra demain. D'ici là, des concertations seront entreprises pour trouver une issue heureuse à la situation. Le reportage diffusé le 28 avril 2014 par une télévision de la place sur des élèves des écoles dites passerelles du village de Dadaga, dans la commune rurale de Simiri, département de Walam, qui consommerait de l'argile. Eh bien, la nouvelle a suscité l'indignation des populations du Zarmaganda. C'est pourquoi les dites populations ont rendu publique une déclaration, lue ici par Maître Ibrahim Djibo, député national. Nous, représentants des populations du département de Walam, signataires de la présente déclaration, 1. Condamnons avec la dernière énergie les agissements du sieur Ali Abdoulaye sous le couvert de son ONG, agissements qui constituent une atteinte grave à la dignité humaine tout court. En effet, dans aucune civilisation du monde, l'argile n'a servi de nourriture. 2. Félicitons les plus hautes autorités politiques du pays, notamment le président de la République, pour la promptitude avec laquelle des missions se sont rendues sur le terrain pour constater le mensonge grossier du sieur Ali Abdoulaye. Nous nous félicitons également de l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les véritables mobiles et motivations de l'ONG Vie Kanetbera de Ali Abdoulaye. 4. Exigeons de tous les médias ayant diffusé ce reportage l'exercice d'un droit de réponse par la diffusion de la présente déclaration. 5. Demandons aux autorités compétentes de prendre toutes les sanctions qui s'imposent en pareilles circonstances. 6. Demandons aux autorités administratives et coutumières du département de Walam pour que plus jamais aucune ONG ne puisse intervenir sur le terrain sans leurs autorisations préalables pour toute activité. 7. Et enfin, exigeons de l'ONG, des ONG, donc de toutes les ONG,
le strict respect des règles d'intervention sur le terrain qui impliquent forcément et nécessairement l'accord préalable des autorités locales compétentes. Ont signé les élus nationaux du département de Oualam, les maires, les conseillers municipaux, fait à Oualam le 4 mai 2014. Je vous remercie. Arrivé cet après-midi à Niamey du médiateur de la République du Bénin, après avoir été accueilli par son homologue du Niger, il a expliqué l'objet de sa visite au Niger. J'ai été accueilli par la pluie. C'est ce que... Donc c'est le bien que j'apporte. Parce que la pluie, c'est une bonne chose. Et j'espère que cette année, les cultures au Niger seront bonnes. Je suis venu au Niger dans le cadre d'un échange d'expériences entre le médiateur de la République du Niger et le médiateur de la République du Bénin. Vous savez, le médiateur de la République du Niger et moi, nous nous connaissons depuis très très longtemps, depuis Dakar. Et quand on s'est vu pour la première fois, lui médiateur d'ici, moi médiateur du Bénin, le courant est passé tout de suite. Donc on s'est dit, il est à la tête d'une institution dans un vaste pays, une superficie énorme. Il doit avoir énormément de problèmes aussi. Nous, on est dans un tout petit pays. Donc on s'est dit, il faut qu'on vienne voir ce qu'il réalise ici, ce qu'il fait, parce que c'est dans l'échange, c'est dans le dialogue que nous pourrons construire nos pays. C'est l'objectif principal de la mission que je conduis ici. La ministre des Enseignements secondaires a animé cet après-midi un point de presse. La situation scolaire à Niamey et les réalisations faites en 3 ans de gestion étaient au centre de cette sortie médiatique, une occasion mise à profit par Mme Betty Aïchatou Habibou pour inviter toutes les communautés à s'approprier l'école afin de rentabiliser les sacrifices consentis. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, lui a présidé ce matin une réunion ayant trait à la situation scolaire au niveau de la ville de Niamey. Objectif, résoudre la crise née des perturbations de ces derniers jours, compte rendu à Manoumourou et Habibou Mala. Prennent part à cette réunion les partenaires de l'école que sont les parents d'élèves, les autorités, le comité de gestion des établissements, les encadreurs et les élèves eux-mêmes représentés ici par leurs structures respectives. À bâton rompu et dans un sein clair, le gouverneur Hamidou Garba a rappelé toute la situation qui entoure l'école au niveau de Niamey avec comme point fort les récents débrayages qui ont occasionné beaucoup de pertes matérielles, véhicules brûlés, vitres cassées et plein de dégâts au niveau des feux optiques et édifices publics tels que les spectacles des mouvements scolaires ces derniers temps. Les élèves, les parents et les autres structures ont tous intervenu pour que chacun, en ce qui le concerne, propose les solutions pour une bonne relance des activités académiques à Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey s'est adressé en public, en français comme en langue nationale, pour enfin avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire le consensus autour de l'école à Niamey. Les engagements ont enfin été pris de part et d'autre pour que l'école aille de l'avant et rattraper les 107 jours perdus de grève. Le maire président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou Sanda, s'est quant à lui apaisanti sur la situation des dépenses en matière de classes payotes et tables bancs afin que le public s'aperçoive de l'effort consenti pour l'école à Niamey. Le gouverneur Hamidou Garba s'est dit satisfait de la présente rencontre et nous rappelle les points forts. Donc nous avons essayé de faire un peu le point de la situation et de connaître effectivement le fondement de cette crise. Nous avons beaucoup échangé, Dieu merci, et je constate que de part et d'autre, des engagements sont pris, en tout cas de nature à apaiser la situation. J'ai cru entendre que les élèves se sont engagés vraiment à gérer les différentes doléances avec beaucoup de sérénité, sans passer systématiquement par la violence.
Mais c'est que aussi cette réunion a permis de replacer chaque responsable dans sa sphère de responsabilité. L'autorité du bassin du Niger, l'ABN, se prépare à fêter son cinquantenaire. En prélude donc à cette célébration, le secrétaire exécutif de la dite institution a livré un message que je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, population du bassin du Niger, braves et productifs citoyens du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Tchad. J'aimerais vous dire que c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette occasion de préparation du cinquantenaire de l'autorité du bassin du Niger. 50 ans dans la vie d'un individu, d'une institution ou d'un pays, c'est bien un repère qui mérite d'être fêté. L'ABN ne peut pas déroger à la règle et nous devons célébrer nos 50 ans, surtout si nous savons qu'au fil des ans, les réalisations dans le bassin ont démontré que les pères fondateurs du bassin du Niger, ainsi que tous les cadres qui, à un moment ou à un autre, ont eu à diriger le navire du bassin du Niger, ont vu juste. L'ABN est une véritable institution de développement pour les populations du bassin, puisqu'elle a pour mandat l'amélioration de leur bien-être à travers l'éradication de la pauvreté. Il est maintenant temps de dire ce que nous avons pu accomplir après 50 ans d'existence. En 50 ans, nous avons appris beaucoup de leçons qui peuvent se résumer en termes de durabilité de l'existence de l'autorité du bassin du Niger. La durabilité même des activités de l'organisation est la preuve de sa réussite. C'est une organisation qui a enduré beaucoup d'épreuves et malgré le fait que nous ayons connu des périodes de turbulence, le bateau de l'ABN a été secoué, il a été ébranlé mais n'a jamais coulé. Il est resté à flot et a en fait écrit son histoire, des leçons qu'elle a apprises pour encore flotter plus et s'orienter dans une meilleure direction. Et c'est en partie ce qui justifie notre joie aujourd'hui, qui est la vision partagée qui nous unit tous ensemble. Et en 50 ans, nous avons appris à transformer l'adversité en solidarité, celle-là même qui constitue la pierre angulaire de notre existence. Nous sommes contents et fiers de la solidarité politique, cette volonté politique qui a continué à garder l'ABN unie et qui lui a permis d'accomplir ce qu'elle a pu accomplir. La réussite de l'ABN doit être très vivace dans nos esprits et constituer un souvenir inoubliable, et c'est cela l'héritage que nous devons laisser pour la postérité de notre renommée et véritable institution. Nous saisissons l'opportunité de la célébration de l'anniversaire de l'ABN pour nous remémorer tout ce que nous avons accompli, de l'héritage que nous léguons à l'avenir, ainsi que du travail titanesque qui nous attend. C'est également un vibrant appel à un meilleur service et à plus d'engagement de la part de tous les pays membres, de tous les chefs d'État, de tout le personnel de l'ABN et de l'ensemble des populations de l'autorité du bassin du Niger. Nous osons espérer que cet appel leur donnera plus d'énergie pour encore plus d'activités et que le nouveau dynamisme qui renaît à l'ABN nous amènera toujours plus haut. C'est sur ces mots qu'il me plaît de lancer les activités de démarrage de la commémoration du cinquantenaire de l'autorité du bassin du Niger. Je vous remercie tous pour votre attention. Vive la coopération internationale, vive l'autorité du bassin du Niger et longue vie à nous tous. Merci. Le ministère de la Justice a organisé ce matin à Kolo le premier atelier de formation des cadres du ministère de la Justice en matière de suivi et évaluation des projets et programmes. L'objectif principal de ce séminaire est de renforcer les cadres du ministère de la Justice pour leur permettre d'assurer un suivi efficace et efficient des activités et améliorer la qualité des services du ministère de la Justice. Compte rendu, Sekinatou Abdou et Bachir Abou. Organisé par l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en partenariat avec AICEF, ce présent atelier d'échange sur les dispositions du nouvel acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique va renforcer les capacités des acteurs du monde judiciaire et du monde des affaires. Ils prendront également connaissance des innovations apportées par l'OADA le 30 janvier 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour le secrétaire permanent de l'OADA, le choix du Niger n'est pas un fait du hasard. Le choix de votre beau et magnifique pays est motivé par l'important rôle qu'il joue au sein de l'OADA. Il n'est nul besoin de rappeler que la République du Niger a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'intégration africaine. Et pour que mes propos ne soient pas pris pour une simple adresse de circonstance, je précise pour ce qui nous concerne à l'OADA que votre pays, si cher à nos cœurs, est un membre fondateur de l'OADA.
et à ce titre co-signataire du traité de Port-Louis. En 2007, la République du Niger a présidé avec maîtrise et efficacité le Conseil des ministres de l'OHADA. Elle a, à ce titre, abrité les 26 et 27 juillet 2007. Puis le 12 décembre 2007, les réunions du Conseil des ministres au Palais des Congrès de Niamey. Plusieurs décisions importantes avaient été prises dans ce cadre, dont l'adoption du règlement portant statut du personnel de l'OHADA, toujours en vigueur aujourd'hui. C'est un don de Niamey, ce règlement. Donc c'est un acte pris à Niamey qui régit le personnel de l'OHADA. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est le lieu de saluer les immenses efforts des institutions de l'OHADA dans la promotion du droit. C'est vous dire que l'acte uniforme révisé qui vous sera exposé est le fruit de profondes réflexions menées au sein de la famille OHADA durant 3 longues années. En définitive, d'importantes innovations ont été apportées à l'acte et celles-ci feront l'objet de présentations à travers 4 modules au cours de ces 2 jours que durera l'atelier. Ainsi seront successivement présentés des modules sur les généralités de l'acte uniforme révisé, la constitution des sociétés commerciales, le fonctionnement des sociétés commerciales et enfin la dissolution des sociétés commerciales. Cet atelier se veut participatif et c'est pourquoi j'invite tous les participants à contribuer activement à l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés. Les résultats de cet échange sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique entre les acteurs du monde judiciaire, des finances et du monde des affaires sont prévus pour demain. Vous l'aviez compris, il s'agissait plutôt de l'ouverture des travaux de l'atelier de partage du nouvel acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt GIE, un atelier qui vise un échange sur les dispositions du nouvel acte uniforme pour les praticiens du droit. La suite de cette édition, l'Institut pratique du développement rural, IPDR Colo, a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier de formation des chefs des établissements sur la santé en milieu scolaire. Objectif, renforcer les capacités des régisseurs afin de leur permettre d'améliorer et d'humaniser les conditions de vie des détenus. Compte rendu Sakinatou Abdou et Bachar Abou. Le ministère de la Justice, avec l'appui financier de l'Union européenne, à travers le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGET 2, poursuit la mise en œuvre de la politique sectorielle du ministère de la Justice en initiant cette formation au profit des chefs d'établissement pénitentiaire sur la santé en milieu carcéral. Une formation qui a pour finalité d'améliorer les conditions de vie et de détention à travers le respect des normes en matière d'hygiène, d'assainissement, d'alimentation et de santé physique et mentale. Au cours de ce séminaire, les thèmes suivants seront débattus. Les normes juridiques relatives à la santé des détenus, les principaux problèmes de santé en milieu carcéral, l'hygiène et l'assainissement, les dérivatifs à l'année. Ils vous seront développés par des professionnels de la santé et un juriste spécialisé en la matière. Je vous invite donc à être assidus et attentifs aux enseignements qui vous seront dispensés afin de tirer profit de cet atelier de formation et de renforcer ainsi vos compétences professionnelles en la matière. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Justice a rassuré de son engagement à améliorer les conditions de vie et de détention des détenus. Cette formation vient à point nommé au moment où notre pays, sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est résolument engagé à bâtir une société véritablement démocratique et un État de droit moderne, doté d'institutions républicaines opérationnelles et d'un système juridique et judiciaire fiable, sécurisant et répondant aux normes internationales. Notre département ministériel est à pied d'œuvre en vue de la modernisation du cadre d'intervention en milieu carcéral, de l'humanisation et de l'amélioration du régime de vie des détenus,
de leurs conditions de détention ainsi que de favoriser leur réinsertion socio-professionnelle et de la professionnalisation du personnel pénitentiaire. Ces 38 chefs d'établissement pénitentiaire seront édifiés sur les maladies les plus fréquentes qui sévissent en milieu carcéral, sur les causes de ces maladies et les moyens de les prévenir. L'association des sages-femmes du Niger a célébré ce matin à Niamey la journée mondiale des sages-femmes, une journée présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique. Reportage Guy Mathieu Tia et Hadiza Hamidine. Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais, tel est le thème de cette journée mondiale des sages-femmes. Pour le gouverneur de la région de Niamey, la mise en place de l'association des sages-femmes au niveau de sa région a permis d'améliorer significativement les prestations dans les formations sanitaires de la capitale. Le choix de ce thème est lié à la vision 2015 qui prévoit la réduction de la mortalité maternelle de 75% et la mortalité néonatale de 50%. Pour cela, je suis sûr que les sages-femmes du Niger, par leur abnégation et leur professionnalisme, contribueront de manière significative à atteindre ces objectifs. Cette cérémonie, commémorée tous les 5 mai de l'année, est une occasion de rendre un hommage mérité à la sage-femme et à toutes ses actions entreprises dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. C'est pour toutes ces raisons que nous nous engageons au niveau de la communauté urbaine à fournir des prestations de qualité. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et le professeur Madi, gynécologue, ont tenu à saluer l'organisation de cette journée. Selon eux, la sage-femme est le socle de la fondation du système de santé. Les gynécologues ne peuvent pas travailler sans l'appui des sages-femmes. Vous donnez la vie. Les thèmes qu'ils abordent, éviter le décès maternel, réduire le décès maternel, réduire le décès de nouveau-nés, est un thème qui est vraiment capital. Je dois dire que les autorités de la 7e République, à l'heure actuelle, et je vous joins à l'association des sages-femmes en tant que président de la seconde pour le remercier de ce qu'ils sont en train de faire pour réduire cette mortalité maternelle et non natale. La sage-femme est le socle, la fondation du système de santé. Et le thème de la journée, l'accueil, vraiment, c'est le geste le plus important au niveau des services de santé. Le plus souvent, c'est sur cet accueil que la population nous juge. Donc vraiment, je demande aux sages-femmes, au-delà, tous les acteurs de la santé, de mettre au devant de tout l'accueil. Il faut noter que l'association des sages-femmes du Niger pense qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie et aucun enfant ne doit perdre la vie en venant au monde. Deuxième assemblée générale statutaire du Rassemblement national des femmes pour le développement RNFD Niger, hier à Niamey, une association dont les assises sont placées sous le thème Femmes et développement durable. D'autres précisions dans ce compte-rendu de Jocelyne Amoussou. Ce sont les femmes de plusieurs secteurs de la vie socio-économique du Niger qui se sont regroupées au sein du Rassemblement national des femmes pour le développement RNFD Niger. Le RNFD Niger, qui existe depuis 4 ans, œuvre pour une participation active des femmes au développement. Dès sa création, par la volonté des femmes mues par le même idéal, le Rassemblement national des femmes pour le développement, le RNFD Niger, se proposait d'intervenir et d'impliquer ses actions dans tous les secteurs promoteurs du développement humain, à savoir éducation, santé, environnement, agriculture, élevage, artisanat, etc. Pour cette deuxième assemblée générale statutaire, le RNFD Niger, dont les actions touchent tous les secteurs socio-économiques, a décidé par son thème « Femmes et développement durable » d'axer beaucoup plus ses interventions dans le domaine de l'artisanat, du commerce et des activités génératrices de revenus. Aussi, j'invite chacune et chacun de vous, chers participants, de vous pencher sérieusement sur le thème afin d'en faire le contour sans complaisance ni tabou et de dégager des pistes pour une contribution efficiente
des filles et des femmes pour un développement durable, gage d'un progrès et d'un mieux-être de la nation nigérienne. À noter qu'en 4 ans d'existence, le Rassemblement national des femmes pour le développement, RNFD Niger, s'est déjà illustré dans les microcrédits aux femmes, dans l'encouragement des femmes aux cultures irriguées et dans la scolarisation de la jeune fille, entre autres. Le président de la Commission nationale de contrôle et de collecte des armes illicites a entamé depuis vendredi dernier dans la région d'Agadez une mission de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur la problématique de la prolifération et la détention d'armes illicites. Le général Isfa Maïga et sa délégation ont eu des rencontres d'échange à Ngal et Tirozirin. Compte rendu Hachim Mohamed et Malik Abdrahman. Après la région d'Ottawa, c'est au tour de la région d'Agadez d'accueillir le président de la Commission nationale de contrôle et de collecte d'armes illicites, le général Issouf Amega, qu'accompagne dans sa mission M. Al-Mansour Mohamed, Oumarou Alpha Abdelkader, tous membres de la CNCCI, a entamé par le département d'Ingal sa campagne de sensibilisation sur la problématique de la prolifération et la détention des armes illicites. La région d'Agadez a connu, on le sait, 2 décennies d'insécurité. Depuis du retour de la paix, malheureusement, les armes illicites sont toujours détenues par des bandes armées incontrôlées et très mobiles. Des groupes qui se sont spécialisés notamment dans le trafic divers, carburant, drogue, armes, braquage sur les axes routiers. L'État, à travers la Commission nationale de contrôle et de collecte des armes illicites, qui dispose d'une antenne opérationnelle à Agadez, et grâce à l'appui des partenaires au développement de notre pays comme le PNUD, a effectué ces dernières années un travail titanesque de grande utilité publique, notamment le déminage humanitaire de routes et plusieurs pistes du massif de l'Aïr. Un travail qui se poursuit aujourd'hui à la grande satisfaction des populations. Cependant, malgré sa mission hautement sociale, la CNCCI n'est pas très bien connue du grand public. C'est pourquoi le général Issouf Amega, aussitôt nommé à la tête de cette structure rattachée directement au cabinet du président de la République, s'est employé d'abord à expliquer sa mission à travers des campagnes de sensibilisation. Tout comme à Ngal, où il était hier, en présence du secrétaire général de la région, Adamou Halidou, le président de la CNCCI a d'abord remercié toutes les autorités et les populations pour l'accueil chaleureux. Le général a transmis les messages personnels du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, celui de la paix et sa détermination à garantir celle-ci sur toute l'étendue du territoire national. Le général devait ensuite décliner l'objectif de sa mission en commençant par présenter sa structure qui est la Commission nationale de contrôle et de collecte des armes illicites. Un service qui, a-t-il précisé, ne dépend ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Défense, ni du ministère de la Justice, mais ne rend compte qu'au président de la République. En termes clairs, dira le président de la CNCCI, la mission de son institution se résume à éduquer la population, la sensibiliser et échanger avec elle sur la problématique des armes illicites et les dangers de leur détention par des populations. Après cette introduction fort argumentée, la parole fut donnée à l'assistance. Des contributions intéressantes ont été enregistrées qui dénotent au terme de cette rencontre d'échange le désir des populations de Tirozérine de vivre en paix dans un environnement débarrassé de toute arme illicite. L'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB entreprend une mission de sensibilisation à l'intérieur du pays pour expliquer aux élèves de la terminale les critères et modalités pour l'obtention de bourses. Au niveau de la région du Dosso, c'est le lycée Sarauni Amangou qui a servi de cadre au lancement des travaux de sensibilisation. Compte rendu, Salamatou Adamou et Harissou Garba. Créé par l'ordonnance 99-70 du 20 décembre 1999, l'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB, dont la mission principale est de gérer les allocations et les bourses, entreprend cette mission de sensibilisation dans les différents établissements pour expliquer aux élèves de la terminale les critères et modalités d'attribution de bourses d'études pour les futurs bacheliers nigériens. C'est lundi matin, le lycée Sarauni Amangou de Dosso a accueilli cette mission. À cet effet, élèves et parents d'élèves se sont mobilisés pour prêter oreille attentive à cette délégation de sensibilisation. Notons surtout que cette activité a fait déplacer le secrétaire général de la région de Dosso et le directeur régional des enseignements moyens et supérieurs pour saluer l'initiative et aussi exhorter les élèves à accorder un grand intérêt à cette sensibilisation. Précisons ici que la sensibilisation est axée sur la présentation de l'ANAB, l'explication des critères d'attribution des bourses, les processus d'obtention, les conditions de suspension et de suppression des bourses,
l'aide sociale, les bourses de coopération et leurs critères d'attribution, ce qui a ouvert un cadre d'échange questions-réponses entre la délégation de l'ANAP et les élèves pour mieux comprendre les critères généraux d'obtention de bourse qui sont la moyenne d'attribution calculée par addition de la moyenne annuelle et celle d'obtention du bac divisée par 2, et ce, fixé selon les séries, l'âge du candidat, puis les critères spécifiques selon la moyenne d'admission au premier groupe ou au second groupe. Les chefs de cette mission de sensibilisation de l'ANAP nous apportent plus de précisions sur l'objectif de cette mission. Il s'agit pour nous de nous entretenir avec l'ensemble des établissements de la région ayant des candidats au bac pour leur faire comprendre les conditions ou les critères que ces futurs bacheliers doivent remplir pour avoir la bourse. En fait, l'objectif recherché à travers ces séances de sensibilisation, c'est pour faire connaître l'ANAP, mais également pour assurer une certaine transparence dans l'attribution et la gestion des bourses. Le résultat attendu donc, après cette séance de sensibilisation, c'est que chaque candidat à la bourse, chaque parent sache, avant de déposer son dossier à l'ANAP, que son enfant peut avoir la bourse ou non. Donc en fait, c'est cela, c'est une sorte de transparence qui est recherchée au niveau de l'ANAP. En fait, tout celui qui remplit les critères qu'on a énumérés tout à l'heure et qui n'arrive pas à avoir la bourse peut déposer une réclamation au niveau de la direction générale de l'ANAP. Son dossier sera réexaminé. S'il a raison, naturellement, il aura sa bourse. Au cas contraire, son dossier sera rejeté encore. Une mission de l'autorité des télécommunications et de la poste ARTP séjourne également dans la région du Dosso afin de sensibiliser les différents acteurs sur les rôles et les objectifs de cette institution. Reportage Emmanuel Haïsido et Marou Abdou. Afin de favoriser une régulation dynamique pour le bien-être des consommateurs, l'autorité de la régulation des télécommunications et de la poste ARTP a entrepris une mission de sensibilisation des différents acteurs dans la région de Dosso où les membres de la mission ont eu des rencontres avec les agents de la poste avant d'être à Wasika Express et à Africa Salam. Madame Hassan Ramatou, directrice sectorielle poste par intérim, chef de mission. Et vous savez que le 31 décembre 2012, l'État a pris une loi pour changer l'ARM en ARTP. Nous étions ARM avec 5 secteurs et aujourd'hui nous sommes ARTP avec télécom et poste seulement. Nous sommes dans la région de Dosso aujourd'hui pour une mission de sensibilisation sur les missions de l'ARTP qui sont, je voudrais les rappeler brièvement, entre autres, veiller à l'application des textes réglementaires, législatifs et réglementaires, veiller à la protection des intérêts des opérateurs et aussi de l'État. Et surtout veiller à l'équilibre économique, financier des entreprises du secteur, des secteurs régulés. Et nous sommes là dans ce sens-là, mais je voulais juste dire que nous sommes surtout dans le cadre du secteur postal. Et c'est dans ce sens que nous sommes à Niger Post. Et après Niger Post, nous allons rendre visite aux opérateurs, aux transporteurs voyageurs qui font du courrier et à Wasika Express. Et c'est dire que nous sommes là pour les opérateurs et après nous allons rencontrer aussi les consommateurs de la région pour savoir un peu quelles sont leurs attentes ou leurs griefs contre le service postal. C'est pour ça que nous sommes là. Et l'appel que je voudrais lancer à ces opérateurs, c'est juste que leur dire qu'il y a certains opérateurs qui ont la licence et qui travaillent dans le secteur. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas la licence, mais qui travaillent dans le secteur. Et c'est vraiment pour ne pas les pénaliser qu'aujourd'hui nous ne prenons pas des sanctions contre ces opérateurs. Et il faudrait qu'ils se rendent compte que ces opérateurs ne sont pas en règle vis-à-vis des textes de la République. Donc, il faudrait que, maintenant que nous finissons la mission de sensibilisation, nous allons nécessairement revenir vers ces opérateurs qui ne sont pas réguliers pour les amener à se mettre en règle. Mais sinon, nous allons revenir encore vers les consommateurs pour leur dire que ces opérateurs ne sont pas en règle, donc il ne faut pas aller chez eux. Voilà notre mission.
en tant qu'autorité de régulation indépendante, proactive, respectueuse des lois et règlements, constituant une véritable vitrine moderne, l'ARTP projette une véritable interface entre l'État, les consommateurs et les opérateurs. Ouverture ce matin à Tawa de la deuxième session de la Cour d'assises pour l'année 2014. C'est en présence du gouverneur de la région et de plusieurs autres invités, compte rendu Hawa Mahmoudou et Laolissini. Il faudrait tout de suite signaler que cette deuxième session de la Cour d'assises de Tawa au titre de l'année 2014 s'ouvre après celle tenue il y a seulement 3 semaines, ce qui est une première dans l'histoire des sessions d'assises tenues ici à Tawa. Cette seconde session, prévue pour durer 12 jours, comporte à son rôle 31 affaires aussi variées que diverses. 4 cas de viol, dont 2 sur mineurs de moins de 13 ans, 1 cas de tentative de viol, 9 cas d'infanticide, 1 cas de complicité d'infanticide et infraction aux lois sur l'inhumation, 3 cas de meurtre, 11 cas de coups mortels avec armes, 2 cas d'incendie volontaire. Ce qui attire l'attention, c'est le nombre élevé des crimes d'infanticide et de viol, et cela doit interpeller tous les responsables administratifs, coutumiers, religieux et autres pour redoubler d'efforts dans la sensibilisation afin de mieux lutter contre ces phénomènes, dira le président de la Cour d'assises Moustapha Ibrahim. Quant au procureur général Abani Ahmed Mohamed, il devait dire que la Cour d'assises est une juridiction autonome qui siège par des assises périodiques par exception au principe de la performance des cours et tribunaux. La lutte contre ces phénomènes criminels nécessite plus grande implication de tous. Chacun doit jouer son rôle. Poursuivant sa mission de supervision des camps des réfugiés maliens, le gouverneur de la région de Tillabéri était mardi dernier au camp des réfugiés d'Abala. Reportage Sahabi Bouda et Jibonouhou. Le camp des réfugiés maliens d'Abala a vu le jour en mars 2012 et abrite 12 721 réfugiés maliens et 699 retournés nigériens du Mali. 8 ONG nationales et internationales, à savoir Vi Kandenebeira, le HCR, l'Agence d'aide de coopération technique et de développement ACTED, Afrique Secours, Assistance, HELP, Qatar Charity apportent leur appui à l'État du Niger pour le bien-être de ces réfugiés maliens. En s'adressant à ces réfugiés, le gouverneur Assimou Diabéry a rappelé les conditions de leur arrivée au Niger et les dispositions mises en place pour faciliter leur hébergement et leur séjour sur le sol nigérien. Et comme il l'a fait à Tabarbaré et Manguézé, le gouverneur a invité ces réfugiés au respect scrupuleux des conventions internationales, des lois et règlements du Niger, pays qui les accueille, et à vivre en symbiose avec les populations d'Abala qui les ont accueillis comme des frères d'une même aire géographique, partageant les mêmes langues et la même culture. Il a demandé à ces réfugiés d'être vigilants pour garantir leur propre sécurité en dénonçant des malfaiteurs qui pourraient se cacher en leur sein et commettre des actes qui pourraient compromettre leur séjour au camp. Plusieurs réfugiés souhaiteraient rentrer dans leur pays au Mali et déjà une première vague de 1096 personnes est rentrée avec l'assistance du HCR. Une deuxième liste est ouverte, mais il est à retenir que la grande majorité souhaiterait un retour organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés. Les responsables du camp, les représentants des réfugiés sont intervenus pour adresser leurs remerciements aux autorités nigériennes pour cette hospitalité et les populations sœurs d'Abala et les partenaires au développement qui œuvrent pour de bonnes conditions de vie des réfugiés. Enfin, la délégation est allée visiter un centre qui accueille les enfants des réfugiés de 1 à 6 ans et le siège local de la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié d'Abala avant de rencontrer les forces de défense et de sécurité pour évoquer avec eux la situation sécuritaire dans le département. Début ce matin à Tillabéri et à Tawa, des épreuves sportives du brevet d'études professionnelles BEP session 2014, le compte rendu de nos correspondants régionaux.